Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Suspect de Line TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, 19 février 1990, 19 février 2026, il y a 36 ans, le Bénin écrivait un chapitre historique en quittant une dictature massiste pour un régime démocratique grâce à la tenue de la Conférence nationale des forces vives. Un moment fondateur qui a profondément marqué le destin politique du pays. Retour dans ce 19h30 sur l'histoire de cette rencontre qui a redéfini la trajectoire démocratique du Bénin. Deux membres du gouvernement du président Patrice Talon font leurs adieux à l'exécutif pour rejoindre le Parlement. Cette décision figure parmi les points majeurs examinés lors du Conseil des ministres d'hier. Plusieurs autres résolutions ont également été prises. Les détails dans un instant. Et dans l'actualité internationale, Donald Trump a présidé une cérémonie à l'occasion du Black History Month, le mois célébrant l'histoire des Noirs américains. Impossible de raconter l'histoire du Bénin sans parler de la Conférence nationale des forces vives de la nation tenue en février 1990. 19 février 1990, 19 février 2026, il y a 36 ans s'ouvrait cette rencontre historique qui a marqué un tournant décisif dans l'histoire politique du pays. Comment cette conférence a-t-elle transformé la trajectoire démocratique du Bénin? Suivons donc le récit. Je ne veux pas voir couler du sang dans ce pays. 19 février 1990, démarrait la Conférence nationale des forces vives de la nation, une rencontre historique qui jetait ainsi les bases de la démocratie et de l'état de droit après 19 ans de révolution marxiste-léniniste. La Conférence des forces vives de la nation qui a pris fin le 28 février 1990 à l'hôtel PLM Aledjo de Cotonou a ouvert la voie à l'ère démocratique au Bénin et partant pour toute l'Afrique. Elle fait suite à la session conjointe des organes centraux de l'État des 6 et 7 décembre 1989 qui avait entre autres décidé de la libération du pays de l'idéologie du marxisme-léninisme et de séparer le Parti de la Révolution populaire du Bénin PRPB de l'État, de la création d'une nouvelle structure gouvernementale. En effet, à la faveur du coup d'État du 26 octobre 1972, le régime militaire de Mathieu Kérékou s'est emparé du pouvoir. Mais très tôt, ce régime sera confronté à d'énormes difficultés ayant conduit à des crises sociales, notamment grèves, mesures austères, émeutes et j'en passe. Cette situation a atteint son pic en 1989 avec la grève générale qui a conduit à la paralysie de tout le système et obligé les Béninois à s'asseoir autour d'une table et à se mirer dans la glace. Pourtant, les révolutionnaires avaient promis de diriger le pays dans la sagesse et la dignité. Cette conférence s'est déroulée sous la présidence de Monseigneur Isidore de Souza, archevêque de Cotonou à l'époque. Ayant réuni près de 500 participants venant de toutes les couches socio-professionnelles, de sensibilités politiques diverses et d'intérêts divergents, elle a jeté les bases d'un état de droit dans lequel le pouvoir est service. À l'issue des pourparlers, les participants se sont entendus pour demander que le pouvoir ne puisse être confisqué par quelques-uns pour l'écrasement des autres et pour proclamer sans ambiguïté la souveraineté du rassemblement et la force exécutoire des décisions selon le rapport général présenté par Albert Tevoyedre. Il est alors décidé que les pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaire soit clairement séparé, que la presse soit libre et responsable, que puissent s'exprimer et fleurir des mouvements associatifs, des coopératives dynamiques et productrices de biens. La conférence nationale a également décidé du changement d'une nouvelle constitution qui sera soumise au référendum populaire plus tard. Une loi fondamentale adoptée le 11 décembre 1990 qui consacrera un régime entièrement démocratique avec un développement fondé sur le travail, la liberté et la solidarité. Sous l'autorité du chef de l'État Mathieu Kérékou qui s'est montré assez ouvert, un gouvernement avec à sa tête un premier ministre unanimement désigné par la conférence en la personne de Nicéphore Soglo, ancien cadre de la Banque mondiale, est chargé de trouver les voies et moyens
pour sortir de la grande crise qui sévissait. Pour ce faire, il a été jugé opportun de coupler au programme d'ajustement structurel un programme national de redressement économique et social, comptant sur les ressources nationales, les organisations non gouvernementales, nationales, internationales et la diaspora. Un haut conseil de la République fut également institué pour contrôler le suivi des décisions de la conférence nationale, exercer la fonction législative, notamment en matière budgétaire, contrôler l'exécutif, superviser les élections législatives et présidentielles, ainsi que le règlement des contentieux électoraux, assurer l'accès équitable des partis politiques aux masses médias officiels et veiller au respect de la déontologie en matière d'information. En somme, cette conférence des forces vives a eu le mérite de réconcilier la nation et de baliser le chemin à l'avènement de la démocratie au Bénin. Au Bénin. Au Bénin. Ce moment a marqué un tournant crucial dans l'histoire de notre pays et les Béninois s'en rappellent encore avec émotion. Suivons ensemble quelques témoignages. Aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui me rappelle l'anniversaire de la conférence des forces vives de la nation. Ça s'est passé du 19 au 28 février 1990. Qu'est-ce qui a amené nos aïeux, je dirais, à organiser ces assises? C'est parce qu'il y avait crise de conscience. Le pays ne marchait pas. Le pays ne marchait pas du tout. Malgré tout, le pays ne marchait pas. Et le général Baté aussi a compris. Il a dit, comme ça là, il faut qu'on aille aux assises. Vous comprenez? Et le jour-là même, dans la salle, il s'est comporté comme un simple citoyen béninois. Il peut même tirer sur les gens. Mais il a dit, bas la terre. Vous comprenez? Ils ont échangé pendant des jours, je crois. Et ils ont même trouvé une issue. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui. Vous comprenez? Et ça doit être pour nous là une continuité. La conférence nationale a eu lieu comment? La conférence nationale a eu lieu sous le général Mathieu Kérékou, qui à un moment donné de la vie, politique d'État avait le dos au mur parce que les finances étaient problème. Et parce que les finances étaient problème, il y avait une agitation au sein de ce pays qu'il dirigeait dans le temps. Et 1 minute de silence. J'avais oublié, sinon c'était au départ, j'allais demander 1 minute de silence en mémoire de Mathieu Kérékou, de Monseigneur de Souza et de tous mes frères PCD à l'époque qui étaient morts, soit en prison, soit sous les balles du régime militaro-marxiste. À la conférence, mais je salue aujourd'hui Robert Dossou, il est encore vivant. C'est lui qui a accepté rentrer dans le gouvernement révolutionnaire à l'époque, en 88, je crois, ou bien 89. Et c'est lui qui a initié la conférence nationale. Kérékou a tout accepté. Et ça a commencé. Mais, malgré ça, le peuple n'était pas d'accord. Et le PCD a réussi à soulever tout le peuple béninois. Principalement la population de Cotonou. Je dirais les populations de Cotonou, de Porte-Novo, d'Abomey. Il y avait une marche. Le président Mathieu Kérékou, paix à son âme, était à la place Lénine. J'y étais. J'étais témoin. La première des choses, c'est le courage, l'ambition et le courage de ces participants, des participants de cette conférence d'alors. S'ils n'étaient pas courageux, la conférence n'allait pas aboutir. Parce qu'il est venu un moment où certains ont pris peur. Surtout quand le feu Kwandoté avait pris la parole, certains ont pris peur. Mais le général est venu les rassurer.
que la conférence est souveraine. Et ils ont entonné l'hymne national avec les larmes. Un enfant de 40 ans, 42 ans, 43 ans ne peut pas parler de la conférence nationale parce qu'il ne connaît rien de ça. Il ne connaît pas. Et il n'a jamais entendu parler à côté de lui d'un acteur ou de quelqu'un qui a connu la conférence en son temps. D'où je déplore les enseignants de tous bords d'aujourd'hui qui ne comprennent pas ce que la conférence nationale avait dit, il ne peut pas l'enseigner. Cap sur le palais de la Marina où s'est tenu ce mercredi le Conseil des ministres. À l'issue de la séance, plusieurs décisions majeures ont été prises. L'exécutif a notamment validé la création de l'Agence nationale de lutte contre le paludisme, une structure spécialisée appelée à intensifier la riposte contre ce fléau et à améliorer la coordination des actions publiques dans le secteur. Autre annonce de taille, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, et le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, quittent le gouvernement. On fait le point des décisions avec le porte-parole du gouvernement. Au chapitre des mesures normatives, en point 1, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord instituant la Facilité africaine de soutien juridique. Cette entité a été créée au lendemain des crises de la dette survenues au cours des années 1980-1990. Celles-ci ont mis en évidence les faiblesses juridiques et techniques des États africains dans la résolution des litiges commerciaux ruineux avec les créanciers privés. En point 2, création de l'Agence nationale de lutte contre la malaria et les moustiques. En dépit des efforts soutenus, la malaria reste endémique avec des conséquences économiques, sociales et sanitaires graves. Elle constitue l'une des premières causes de morbidité et de mortalité, particulièrement chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. C'est pourquoi le gouvernement fait de son éradication une priorité de premier plan s'agissant des questions de santé publique. Pour favoriser une plus grande efficacité de son action, notre pays se dote d'un instrument spécialisé, souple, autonome et réactif, chargé de conduire une lutte coordonnée, innovante et intégrée contre la malaria et les moustiques. Mission de contrôle technique et de réalisation de l'étude d'impact environnemental et social du projet de construction du resort urbain et balnéaire de Avlo à Grand Popo. Il s'agit d'un projet destiné à promouvoir une offre balnéaire haut de gamme, développée dans une approche résolument orientée vers l'écotourisme. Pour garantir la qualité et la durabilité des ouvrages, ainsi que la préservation de l'écosystème côtier, il convient, en plus des études architecturales et techniques en cours, de réaliser une étude d'impact environnemental et social aux fins de garantir la bonne conduite du chantier en conformité avec les normes requises. En point 2. Mission de contrôle technique dans le cadre de la construction de bureaux au profit des services de la Direction générale des impôts. La réalisation de ces infrastructures ayant été déjà autorisée par le Conseil des ministres, le recours à un bureau de contrôle technique dès la phase d'avant-projet détaillé permettra notamment de s'assurer du respect des conditions de construction et de sécurité des personnes dans les bâtiments recevant du public. Le cahier des charges du cabinet intègre principalement l'audit préalable et la solidité du bâtiment à achever et les préconisations à prendre avant le démarrage des travaux, dont la sécurité des personnes, le fonctionnement des dispositifs techniques, la vérification des installations électriques avant mise sous tension, l'accessibilité des constructions pour les personnes à mobilité réduite. Le Conseil a marqué son accord pour la formalisation diligente du marché avec le cabinet retenu. En point 3, organisation des intérims des ministres élus députés. Faisant suite à leur élection comme députés au titre de la 10e législature, les ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, puis du Tourisme, de la Culture et des Arts, ont exprimé au chef de l'État leur volonté de siéger à l'Assemblée nationale en se conformant ainsi aux prescriptions légales. Le président de la République en a pris acte et désigné les intérimaires ainsi qu'il suit.
Le ministre de la Santé assurera l'intérim du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le ministre de l'Industrie et du Commerce sera chargé du portefeuille du tourisme, de la culture et des arts. Au chapitre des mesures individuelles enfin, à la présidence de la République, Madame Aimée Justine Azon Aboudou est nommée chef de cabinet de la vice-présidente de la République. Je vous remercie. En interactualité au Mali, la campagne menée avec le nouveau vaccin anti-poliomyélite s'est déroulée dans tout le territoire national conformément aux recommandations de l'initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite. Près de 97% des enfants ciblés ont été vaccinés dans 8 districts de la région sud. Le pays a réceptionné 1,7 million de doses du vaccin le 10 février dernier, rapidement déployé vers les sites de vaccination. 2 autres tours nationaux sont annoncés dans le courant de l'année. Le reportage. Au Malawi, 1 300 000 enfants ont reçu une dose du vaccin contre la poliomyélite lors d'une campagne de 4 jours lancée après l'apparition d'un nouveau cas fin janvier. Environ 97% de ces enfants ont reçu le nouveau vaccin anti-poliomyélitique oral de type 2. Des campagnes supplémentaires sont prévues afin de vacciner les 42 000 enfants qui n'ont pas pu être immunisés lors de cette première phase. Début février, le pays a déclaré une épidémie de poliovirus de type 2 dérivée d'une souche vaccinale. C'est à Blantyre, lors d'un contrôle de routine des eaux usées, que les autorités sanitaires ont détecté la présence du virus. Ce district a enregistré le plus grand nombre de doses administrées. La poliomyélite se transmet principalement par les déjections humaines et plus rarement par les éternuements ou la toux. Le Malawi avait mené sa dernière riposte contre la maladie en 2022 après près de 3 décennies sans enregistrer de cas. Chaque année, en février, les communautés noires d'Amérique du Nord célèbrent le mois de l'histoire des Noirs, un temps fort dédié à la mémoire et aux contributions des Afro-descendants. À cette occasion, le président des États-Unis a tenu ce mercredi une réception officielle à la Maison-Blanche. L'événement survient toutefois dans un contexte tendu, moins de 2 semaines après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo jugée raciste visant l'ancien président Barack Obama et son épouse Michelle Obama. C'est après moi. Le président américain a organisé mercredi une réception à la Maison-Blanche dédiée au mois de l'histoire des Noirs. La commémoration intervient moins de 2 semaines après la publication par Trump sur les réseaux sociaux d'une vidéo raciste visant le couple Obama. Je tiens à vous remercier tous et à vous souhaiter la bienvenue à la Maison-Blanche en cette occasion très spéciale. Et nous célébrons le 100e anniversaire du mois de l'histoire des Noirs. C'est assez spécial, le 100e. C'est un peu comme 150, c'est bien, mais 200 c'est mieux, n'est-ce pas? 100 c'est mieux. Alors que Donald Trump énumérait les noms des Afro-Américains qui ont marqué l'histoire des États-Unis, dont le boxeur Mike Tyson, il a oublié Barack Obama, le premier président noir de l'histoire du pays. Donald Trump a par ailleurs vanté ses réalisations qui auraient à ses yeux profité aux Noirs, parmi lesquelles la suppression de l'impôt fédéral sur les pourboires et le déploiement des troupes de la garde nationale pour rétablir la sécurité dans les villes à forte population noire telles que Washington, la Nouvelle-Orléans et Memphis, dans le Tennessee. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.